Les passeurs de feu. Cigares, alambics et fourneaux. Les passeurs de feu, le podcast qui vous enflamme. Salut Guillaume. Et salut Sébastien. Eh ben dis-moi, on est au numéro 2, non? Ça y est, deuxième épisode. Deuxième épisode qui arrive après tous les retours qu'on a eus, qui étaient plutôt sympathiques, plutôt constructifs. Et qu'on continue d'avoir d'ailleurs. Et ça continue, effectivement. Vous nous écoutez via iTunes, évidemment, l'application podcast. Vous nous écoutez via YouTube et via SoundCloud. Oui, et puis toutes les plateformes aussi de Android, donc les applications podcast d'Android, ça fonctionne aussi. Donc ça y est, on est en place. On a bien écouté vos remarques aussi, on a un petit peu travaillé là-dessus avec Guillaume. Et donc on va essayer de mettre tout ça en pratique dans ce nouvel épisode. Et on a la chance d'avoir avec nous un expert, monsieur Alexandre Vintier. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et quelle est ton occupation du moment? Alors, je suis consultant en spiritueux, donc je travaille pour des producteurs, des appellations, de temps en temps aussi avec des distributeurs, des barman ou des chefs. Et mon activité, celle qui est peut-être plus connue, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc ce sont les différentes conférences que j'ai l'occasion de faire en France, en Europe, sur le continent américain, les Caraïbes aussi, Oui. pour le rhum notamment, et aussi en Asie, puisque je travaille aussi sur le saké ou les whiskies japonais, les shochu et le baijiu en Chine. Et évidemment aussi toute l'activité d'écriture, donc les différents livres sur le whisky, le rhum, aujourd'hui aussi donc le mezcal et les magazines, puisque j'ai créé un magazine qui s'appelle Rhum Porter, qui est aujourd'hui en 3 langues, qui est dédié à la culture du rhum. Et j'écris aussi pour la Revue du Vin de France. Auparavant, j'étais rédac-chef de Whisky Magazine. Donc voilà les D'accord. sujets qu'on peut traiter. Et je suis aussi un des ambassadeurs de l'appellation cognac. Donc voilà, très large au niveau des spiritueux. Comme je disais, on a affaire à plus qu'un expert. Et alors moi j'ai été ravi de voir que tu sortais un livre sur le mezcal. J'étais ravi parce que je vais te confier une chose toute simple. C'est que pour moi, le mezcal est le meilleur accord spiritueux cigare que je connaisse. Que j'ai eu l'occasion de découvrir lors d'une dégustation justement d'accords cigares spiritueux pour Whisky Magazine. Je suis tombé sous le charme, je ne connaissais pas ce spiritueux, pas bien, enfin, pas plus que comme me racontait Guillaume, la bouteille au bout du bar avec la chenille au fond, Ouais. qu'on a connu quand on était étudiant, mais voilà, on ne parle pas du tout de ça, on parle vraiment aujourd'hui de spiritueux de très bonne qualité. Et ben je te propose que tu nous dévoiles tout ça pas plus tard que maintenant. Oui, le mezcal, c'est une aventure, littéralement. C'est vrai que ça fait partie de ces alcools qui étaient encore méconnus il y a à peine quelques années. Et en même temps, c'est la chance de ces spiritueux-là, c'est qu'ils ont été quelque part préservés. Ils n'ont pas été, on va dire, occidentalisés, industrialisé, financiarisé à l'extrême comme d'autres. Donc c'est pour ça que c'est méconnu. Les volumes sont encore relativement faibles en bouteille. Alors il va bien falloir faire la distinction entre la production réelle et la production, on va dire, commerciale en bouteille, parce que comme dans beaucoup de pays dans le monde, on a une très très grande proportion qui va être donc produit dans le village et commercialisé à la communauté locale. Et c'est une des grandes spécificités de cet alcool-là aussi, où parfois même la gestion des terres est communautaire. D'accord. On n'est pas Donc là, grosso modo, tu nous parles d'une vie qui ressemblerait aux Armagnacs qu'on a connus il y a un siècle. Ouais. Oh, même plus que ça, puisqu'en France on avait beaucoup de réglementations et on n'avait pas des pouvoirs locaux. Ouais. On reste un produit centralisé, une république, ainsi de suite. Là-bas, on est sur le Mexique est une fédération. Oaxaca a son type d'administration et voilà, ces pratiques séculaires. On reviendrait plus sur ce qui s'est fait peut-être dans l'ancien régime, à peu de choses près. Ah ouais, carrément.
Il y a peu de techniques modernes. Alors, qu'est-ce que c'est le mezcal? C'est relativement simple. C'est un spiritueux donc d'agave. Bon, alors, l'agave, qu'est-ce que c'est? C'est une plante. Alors, c'est pas un cactus. C'est plutôt, on va dire, pas l'aloe vera non plus, c'est pas une plante grasse, mais c'est une plante qui va ressembler un peu à ça, qui va pousser sur une infinité de terroirs, d'humus, de plaines, ainsi de suite, de montagnes. Donc on a énormément de variétés différentes et dont on va récupérer donc l'intégralité de la plante, et pas juste le fruit. Et pas on récolte toute la plante quand elle arrive à maturité. Donc une maturité, c'est un minimum de 6-8 ans, et sur certaines variétés d'agaves, ça peut dépasser les 20 ans. On a déjà vu des agaves qui avaient plus de 40 ou 50 ans, donc pour arriver à maturité, donc ce qui veut dire que c'est un peu aussi un trésor. Nous, des fois, c'est la vigne a déjà rendu l'âme, on va dire, elle a donné tout ce qu'elle avait à donner au bout de 50 ans. Là, on récupère juste une piña, comme un gros ananas. Alors, oui, justement, ça ressemble à quoi visuellement c'est un énorme ananas, on va dire, avec des grosses épines. Et alors, les agaves qu'on utilise dans la préparation du mezcal, c'est de la culture ou c'est sauvage? Alors, là, c'est ça qui est intéressant, c'est dans l'ensemble du mezcal, on va utiliser majoritairement des agaves sauvages, même si, à l'instar de la tequila, qui à l'origine est un mezcal. On dit vigno des mezcal des tequila, ou mezcal des tequila. On voit des vieilles bouteilles, même dans le musée de Sauza, où c'est écrit mezcal Sauza. Or, c'est de la tequila. C'est juste que la tequila, c'est comme si on disait, il y a le cognac, l'armagnac et l'ensemble des brandys. C'est un cru. Donc D'accord. la tequila a créé son propre cru et aujourd'hui, c'est une des plus grandes indications géographiques dans le monde des spiritueux, avec plus de 250 millions de bouteilles. Et qu'une production agricole de l'État local. C'est ça qui est intéressant. On n'importe pas les matières La premières. différence qu'on a entre une tequila et un mezcal, c'est l'origine géographique, ou c'est vraiment les procédés qui sont différents, ou les produits utilisés dans la création des jus, c'est quoi la différence? Ce sont deux cousins ou deux frères, on va dire. Ils ont les mêmes parents, sauf que le mezcal est beaucoup plus rustique, fermier, comme dans le Calvados, on peut avoir des productions fermières, c'est-à-dire on a le process de A à Z, de la culture de la plante jusqu'à la mise en bouteille, donc réalisé par le même opérateur. Là, c'est ce principe-là. Alors, il existe évidemment aussi maintenant des variétés cultivées, notamment l'espadine, donc c'est ce qu'on va principalement retrouver aujourd'hui de manière commerciale sur le marché, c'est de l'espadine cultivée. On peut aussi avoir, dans certains cas, de l'espadine sylvestrée, donc sauvage. L'un n'empêche pas l'autre, mais ça reste relativement rare. Et après, on a plusieurs dizaines de variétés sauvages ou semi-sauvages qui sont utilisées, donc à l'instar des cépages qui vont s'acclimater plus ou moins à tel ou tel terroir. Donc, grosso modo, on cultive ces agaves, on l'a dit, entre 7 et 20 ans. On récupère donc le cœur de l'agave, et c'est ça qu'on va ensuite faire, je crois, cuire jusqu'à 3 ou 4 jours dans un four en terre, directement à même le sol. Ouais, traditionnellement, en fait, on va creuser un trou dans le sol dans lequel donc on va pouvoir mettre le bois, la pierre, ensuite les agaves, et donc techniquement, c'est fourné en fait. C'est une cuisson fournée. Ça, c'est très important. Il existe aussi des fours en pierre, mais pas creusés dans la terre, mais en pierre dans la tequila. Aujourd'hui, dans la tequila, on a aussi beaucoup privilégié les systèmes d'autoclave, donc qui sont en fait des gros systèmes à vapeur en métal. Dans le mezcal, 99% de la production va utiliser le système ancestral dans la terre, même si on voit aujourd'hui apparaître quelques productions industrielles, pas dans l'échelle, mais dans les procédés. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer plus des procédés industriels de la tequila. Les cœurs sont cuits donc comme ça pendant 3 jours, donc à une température qui est quand même pas très élevée, j'imagine. C'est assez doux comme cuisson, et ensuite donc on va broyer tout ça, on va en faire un vin, puisque j'imagine que si on distille, on va forcément faire fermenter. C'est pas Comment ça se passe? Justement. C'est différent. Alors, c'est quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc déjà on a des composantes du terroir par les variétés d'agave et
là où elles ont été donc récoltées, pas cultivées, puisqu'elles ne sont pas vraiment cultivées pour les agaves sauvages, et ensuite donc par le type de sol et le type de bois que l'on va utiliser pour la cuisson. Puisque le sol, lui, peut avoir des éléments plus ou moins phénoliques ou autres, et on va aussi avoir donc des bois. Alors il y a des bois qui vont plutôt apporter de la chaleur, comme dans le whisky où on a des tourbes qui sont plus là pour les calories, et d'autres qui sont là plus pour l'aromatique. Donc là on peut aussi avoir des bois aromatiques, donc ça c'est important. On a une fumaison induite, alors plus ou moins prononcée dans le produit final, mais on a différents types de fumaison. Ce dont on parle relativement peu. On parle plus des niveaux d'intensité de fumaison que des nuances de fumaison. Or, si on prend du chêne ou du bois de hêtre, on voit bien la différence sur une fumaison. Donc là, oui, il faut bien se rendre compte que ça joue aussi. Si on compare avec le whisky, c'est les différences effectivement qu'on a dans l'approche avec les tourbes, qui sont plus ou moins forts. Ou même la bruyère, ou le carrier, ou le hêtre. Il n'y a pas que la tourbe, même en Écosse, qui est utilisée pour la fumaison. Il peut y avoir du charbon, il peut y avoir de la bruyère. Donc ça c'est important. On parle souvent de niveau de fumaison, d'intensité de fumaison, mais finalement on ne parle pas des nuances. C'est dommage, je trouve. Et après, donc ces agaves donc sont moulues, donc à la pierre, normalement avec une traction animale, donc cheval ou âne. Même les grandes tequilas y reviennent, sauf que eux reprennent ces techniques-là. Alors pas la cuisson dans la terre, c'est interdit, mais les fours en pierre. Mais après, ils vont utiliser aussi donc ce système avec une meule en pierre volcanique, la Tahona, ce qui est extrêmement important, sauf que eux l'ont mécanisé. Après, une fois qu'on a récupéré ça, donc on a broyé les fibres et le jus, et ce n'est pas seulement le jus qui est soutiré pour être mis en fermentation dans des cuves en bois, mais bien le jus et la fibre. Or ça dans la tequila c'est relativement rare. Les grandes tequilas vont être faites aussi avec les fibres, comme les eaux de vie de fruits, mais sinon on va dire comme les brandis, on va utiliser que le jus que l'on va faire fermenter. Et ça donc joue là, énormément. Tout est gardé et tout va fermenter donc pendant quelques jours, j'imagine. Oui, très longue fermentation, donc on peut aller de 5 jours à 2 semaines. D'accord. Donc là on passe dans un autre système de fermentation, c'est ça qui est important. Quand on passe le seuil des 5 jours de fermentation, qui est un peu le maximum que l'on peut observer dans le whisky, de manière générale, là on passe, et dans la plupart des rhums, on passe dans une autre chimie en fait, donc beaucoup plus aromatique, plus risqué, parce qu'on peut aussi avoir des dérives. Là aussi, on peut avoir aussi une petite empreinte acétique que l'on peut retrouver dans le produit final. Et après cette fermentation, donc on va procéder généralement à une double distillation, parfois une triple. Alors là aussi, les alambics sont petits, chauffés au feu de bois. On a 2 types d'alambics. Un alambic qui lui va être importé directement d'Europe, l'alambic en cuivre, qu'on peut grosso modo assimilé à celui du cognac, mais ancestral, et un autre dit alambic philippin, en fait, qui est un type d'alambic que l'on peut encore rencontrer dans le sous-continent indien ou encore en Indonésie, qui est l'alambic philippin, et qui lui est principalement en terre, et avec donc une tête et un serpentin, quand il y a serpentin, en cuivre. Donc là, on est sur un autre type de distillation, puisqu'on est dans un élément minéral et pas dans un élément métallique. Donc ça, ça joue aussi sur la typicité. Et puis après, il y a vraiment la patte du maestro mescalero qui va jouer au niveau de la coupe dans les distillations. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut apporter justement à la palette aromatique? Quelle est son influence? Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a différentes gammes. Alors on a des marques qui produisent elles-mêmes, d'autres qui produisent une partie et qui pour d'autres variétés d'agaves vont les acheter à d'autres, et puis certains qui vont aller traiter ces variétés d'agaves en mettant une pâte de vigneron, on va dire, extrêmement forte. C'est-à-dire que quand on goûte le mezcal, on goûte d'abord sa pâte. D'accord. Moi, ça m'intéresse moins globalement, mais c'est vrai que c'est intéressant que cette démarche-là est possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une emprise sur la matière et vraiment lui donner une direction aromatique, au niveau des textures aussi. Donc non, bien sûr, la distillation, c'est un art. C'est pas qu'un artisanat. Effectivement, c'est extrêmement manuel, mais c'est vraiment un art et une esthétique. Il y a des prises de risques permanentes. Alors après, si on veut, on prend pas de risque.
on fait des coupes de tête et de queue extrêmement courtes, et puis finalement on a un produit qui est très simple, mais finalement peu nuancé. Alors ça peut être intéressant pour des assemblages. On s'en resserre un petit là ? Bah écoute, je crois que c'est le moment. Hein. Allez, ça va être le... Un petit refill. Voilà. Alors... Et on est sur... Alors là on est sur la marque s'appelle Rey Campero. On est sur la variété d'agave Madre Cuiche Karwinski. Et on est au degré de sortie d'alambic, donc autour de 49 degrés d'alcool. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que au nez, ça ressemble pas à grand chose qu'on connaisse déjà. Il y a ces notes un peu acides, un peu vinaigrées. Je suis sur le point de dire un truc, mais qui est peut-être complètement hors sujet. J'ai l'impression que ça sent un peu la colle scotch, la colle transparente qu'on avait. Ouais, il y a un petit peu de ça, ouais. Ces arômes un peu soufrés, comme tu disais, Alexandre. Ouais, ça a le côté surprenant des calvas des familles, des calvas fermiers, peut-être le côté des fois un peu funky des rhums jamaïcains, ou pour ceux qui connaissent, avec les fermentations longues des clairins haïtiens ou de certaines autres eaux de vie locales, peu commercialisables encore du continent américain. Ce que j'aime surtout, c'est que c'est une esthétique, ce sont des alcools riches. Ouais. On n'est pas, on est aux antipodes de la vodka. Hein. La vodka, c'est l'esprit de la pureté, surtout à base de grains ou de patates. Là, non, on se dit tiens, l'agave, cette espèce de grosse plante, qu'est-ce qu'elle va donner comme arôme ? C'est une palette extrêmement variée, effectivement. On peut avoir des dimensions fruitées, agrumes, fruits jaunes, fruits blancs, plus rarement les baies. Mais voilà, les notes de cuisson aussi donnent ce côté un peu satisfaisant, avec quand même une certaine rondeur. Il y a du gras, hein, il y a vraiment du gras. On est sur des petits alambics, des vraies fermentations. Donc oui, il y a de la matière, ce qui fait qu'à 49 degrés, c'est pas agressiffonné. Ça garde une belle fraîcheur malgré tout, surtout quand on va pouvoir le combiner avec le cigare, on va pas se brûler, il n'y a pas de tanin parce que là on est sur des versions qui sont pas vieillies, c'est extrêmement rare le vieillissement et c'est pas tout à fait à la mode dans le mezcal, c'est pas traditionnel, donc les tanins ça peut apporter une brûlure. Non, là on est au bon degré, on n'a pas eu une dilution qui a cassé le spiritueux, on n'a pas eu de filtration non plus qui a pu l'épurer, le nettoyer. On est sur un alcool qui est vraiment sincère et qui a son équilibre, sa matière, une salinité aussi qui prolonge. Et ça c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que je parlais un petit peu aussi des calvados. Je suis normand, on en a fait dans la famille. On peut avoir ce petit défaut-là, mais pour moi c'est pas un défaut, c'est de la structure, c'est l'amertume. Ouais, et moi ce que je trouve aussi fantastique, c'est qu'on a énormément de différences entre les producteurs, entre les villages dans lesquels on les trouve. Et là par exemple on a goûté un autre mezcal juste avant qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus fruité, qui va travailler sur l'acidité plus d'agrumes que de vinaigre comme sur l'autre. On a vraiment un autre spiritueux. Alors évidemment on retrouve un petit peu ce goût fumé, il y a le trame qui est là, mais je trouve ça quand même extrêmement riche. Et surtout, par rapport au cigare, qui est la partie qui m'a moi fait découvrir le mezcal, moi je trouve que c'est un booster. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un accord où chacun va apporter à l'autre, mais vraiment je trouve que le mezcal va booster les arômes du cigare. Et le cigare ne va pas forcément non plus trop détruire la fraîcheur, la sincérité, comme tu disais tout à l'heure, des arômes du mezcal, mais c'est un véritable booster. Vous avez les arômes de terre, les arômes fumés, les arômes boisés qui sont décuplés dès la dégustation, dès la première mise en bouche, et c'est un véritable plaisir de découvrir ça sur des cigares même qui peuvent être pas forcément très forts. Même des cigares légers vont se retrouver complètement boostés. Je sais pas ce que t'en penses, Alexandre, et puis toi Guillaume qui découvre aussi un peu le mezcal ce soir. Alors moi écoute, c'est une découverte totale, hein, honnêtement. J'ai dû goûter du mezcal quand j'étais étudiant dans une autre vie. Voilà, je n'en ai aucun souvenir, à part m'être certainement brûlé la langue. Là, mon GPS, c'est assez, il n'est pas perturbé, c'est que simplement il arrive dans un territoire inconnu jusqu'alors.
Et je suis d'accord avec ce que tu as pu dire tout à l'heure quand on dégustait on est arrivé sur le deuxième mezcal. Effectivement, ce n'est plus le même cigare. C'est-à-dire qu'on va déguster un peu de mezcal, on va retirer sur le cigare et c'est à la fois comme si le cigare repartait de zéro, c'était un nouveau cigare. Et c'est en même temps, c'est complètement différent. Et moi, je suis vraiment bluffé par la complémentarité. Je voyais arriver de loin un alcool blanc qui titre pas mal. Je me disais, bon, attention au palais, attention à la gorge. Et je trouve qu'on est dans la subtilité. Et qu'effectivement, ça se marie très très bien avec le cigare. Et qu'il n'y a pas ce duel qu'on connaît sur plein d'autres et qui me fait souvent un peu peur. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 1. Quand on a deux fortes personnalités comme ça qui vont un petit peu se disputer et se tirer la couverture, là c'est pas le cas. Donc je suis très surpris. On a deux personnalités admirables qui viennent de deux terroirs magnifiques, magiques. Et pas si éloignés d'ailleurs. Et pas si éloignés. Là on est sur un cubain. Exactement. Donc sur le Ramon Allones Hexagone, l'édition régionale 2016. Et je suis bluffé par cette complémentarité et c'est vraiment, il y a une harmonie, c'est de l'harmonie tout simplement. Ouais. Et toi, alors, Alexandre, tu connais éminemment les spiritueux, mais aussi le cigare. Tu fumes depuis un bon paquet d'années aussi. Et comment tu appréhendes la dégustation du cigare avec le mezcal ? Je suis pas tout à fait d'accord avec l'image d'Épinal de dire voilà les grands alcools s'accordent automatiquement avec les grands cigares. Ça c'est des codes anciens, bourgeois, ainsi de suite, tout ce que l'on veut. Ça peut être agressif. L'alcool et les tanins sont pour moi assez compliqués à marier avec la chaleur, la fumée et puis même certains arômes. Des fois il n'y a pas d'accord. Là, l'avantage du mezcal en alcool blanc, gras, avec une palette large, donc pas dominée par un des aspects, on va dire. Oui, on va pouvoir noter du fumé, on va noter ça, mais si on fait une dégustation, même sans être un expert, on va pouvoir facilement mettre 5, 10, 15 arômes, si on est un peu habitué, on trouve des dizaines d'arômes dans ces mezcals. Et donc voilà, il y a quand même un certain velours qui fait que voilà, on atterrit, l'alcool ensuite et ces arômes-là vont se marier, servir de support. Là pour le coup l'accord est absolument divin. C'est magnifique en après-repas, mais aussi en apéritif, ça se fait. Alors on peut servir le mezcal plutôt chambré plutôt qu'avec un glaçon, vaut mieux pas les diluer. Ça peut se travailler en cocktail sur des versions un peu plus simples aussi, pour faire des margaritas un peu plus fumées, un peu plus variétales en termes d'agave, de végétal, de fruits. Ça c'est intéressant. Moi, une petite anecdote, quand j'étais à Cuba, avec des grands fumeurs de cigares, évidemment, on devait partir vers le rhum, puisque moi je travaille beaucoup dans le rhum, mais finalement, j'avais ramené des très vieilles bouteilles de Porto. Parce que quand il fait chaud, ici ça va, on est dans des milieux tempérés, mais en zone caribéenne tropicale, on rajoute en plus à la chaleur extérieure et à la fatigue. On peut pas aller sur des choses aussi puissantes. Alors que quand on est à Oaxaca, on a une très belle gastronomie, on prend un beau cigare avec un beau mezcal, on est au paradis. Bon messieurs, si on parlait un peu cigare, on est en janvier et ça veut dire qu'on a passé des fêtes plutôt sympathiques et que le budget cigare a été conséquent, pas mal sollicité. On a fait plaisir à beau papa, on a fait fumer les cousins, on a initié peut-être le voisin qui est venu à l'apéro. Et du coup, le portefeuille en a pris un petit coup. Et c'est vrai qu'en janvier, on a tous envie de continuer à fumer, mais peut-être de découvrir des choses qui vont pas trop impacter le budget cigare. Et du coup, Sébastien, je crois que tu as découvert une marque qui existe déjà depuis quelques mois en France, qui s'appelle San Pedro de Macorís. Alexandre, apparemment, ça te fait réagir, ça. San Pedro tu connais cette marque ? Je connais pas la marque, je connais d'autres cigares mais pas ceux-là, mais en tout cas le nom San Pedro de Macorís est très connu dans le rhum, puisque c'est le plus grand centre cagné de République Dominicaine, et c'est une des distilleries les plus grandes à l'heure actuelle et les plus modernes, qui produit notamment les rhums Barcelo.
Ah oui, effectivement. Alors, République dominicaine, c'est effectivement le terroir de ce cigare, mais rassure-moi Sébastien, c'est pas des cigares aromatisés au rhum, ça n'a rien à voir là. Non, non, pas du tout. Donc, ils ont sorti une gamme de 6 cigares, donc déclinés en deux capes différentes, donc c'est 3 et 3. Donc, on a un Perla, un Corona et un Robusto, qui sont soit capés avec du tabac donc, du Brésil, pardon, ou d'Équateur. Et donc, on a un cigare avec la cape Brésil qui est plutôt Maduro. Et on a un cigare qui lui par contre est complètement claro avec la cape Équateur et qui ressemble vraiment à un Saint-Domingue classique. Le San Pedro de Macorís Brésil, lui ressemblerait plus, je dirais, à des cigares nicaraguayens. Voilà, parce que cette cape est assez jolie, assez réussie. Voilà, alors la dégustation ça donne quoi ? Oui, excuse-moi, c'est ce que j'allais te demander. À l'oreille, comme ça, le Brésil, on se dit, tiens, il va être peut-être un peu épicé en bouche. L'autre, peut-être un peu plus herbacé. Je me trompe ou est-ce que c'est un peu les dominantes Alors, le sentiment que j'ai eu, alors j'ai pas forcément les informations techniques du cigare, j'ai pas pris contact avec l'importateur, mais c'est Agio qui fait ça. Agio, Agio, c'est Balmoral notamment. Notamment, oui. Mais en fait, ce que j'ai cru sentir à la dégustation, c'est que les cigares sont exactement les mêmes, que ce soit Équateur ou Brésil, et la seule chose qui change, c'est vraiment la cape. Donc là, ça change évidemment la présentation, mais ça change aussi un peu le goût. Parce que ces capes, en tout cas pour la cape Brésil, apportent un goût particulier à la tripe et aux feuilles de la Liga de base, qui pour moi est vraiment la même entre les deux cigares. Alors on pourra qu'on redemande aux experts chez Agio si c'est vraiment le cas, mais moi c'est le sentiment que j'ai eu à la dégustation. Alors lequel est le meilleur c'est à vous de voir. J'ai trouvé que le petit, donc le Perla avec la cape Équateur était pas mal. Il est un peu plus nerveux que les autres, il est plus petit forcément, et donc c'est un petit cigare sympathique à faire le matin par exemple après le café, ça se déguste très facilement. Après sur les plus gros modules, je dirais que la cape Brésil apporte un peu moins de lassitude, je dirais, dans le milieu du cigare et sur la fin, ça apporte un petit peu de nervosité, mais ça apporte aussi, je dirais, un ajout de goût que moi je trouve pas spécialement naturel. Voilà. Bon, après ça c'est mon avis très très personnel. C'est toujours comme ça quand vous rajoutez un petit côté aromatique sur quelque chose qui est pas construit comme ça au départ, on n'a pas forcément un résultat toujours très harmonieux. Deux choses importantes sur ces cigares. Le premier, c'est le prix. On est sur des cigares avec non pas de la picadura mais plutôt de la tripe courte. Ils disent que ce sont des feuilles longues, mais bon, je pense que c'est plutôt une tripe courte. Tripe courte, ça veut dire feuilles. C'est des feuilles hachées, c'est des feuilles semi-hachées. Enfin, c'est des feuilles qui n'ont pas la taille complète de la feuille et qui sont soit je dirais une deuxième main par rapport à des cigares premium qu'on va rouler, on va récupérer des grands morceaux de tabac qui ne sont pas de la picadura non plus, c'est pas réhaché, mais c'est pas non plus la première qualité, on va dire, de tabac. Par contre, on est à 2,90€ pour le Perla et 3,90€ pour le module Robusto. Entre les deux, le Corona est à 3,50€. Le tout arrive dans une boîte en bois à glissière, une slide box, comme en cabinet. Alors évidemment avec les cellophanes d'usage de ce genre de terroir. Voilà, donc c'est quand même assez valorisant comme cigare, c'est pas du tout... ça fait vraiment cigare premium, d'ailleurs d'aspect ils sont vraiment très chouettes. Bon, la bague on aime pas, moi j'aime pas. Ouais, il y a un coq, on va la décrire rapidement, il y a un petit coq là sur le dessus, République dominicaine, San Pedro de Macorís. Oui, voilà, c'est un design assez moderne. Moi je trouve que pour des cigares premier prix, on a quelque chose de plus sympathique, je dirais, à manipuler au quotidien que des fagots. Parce que c'est une vraie boîte de cigares qu'on peut laisser en cave et qui fait pas trop moche à côté des autres. C'est pas mauvais à la dégustation, il n'y a pas de mauvais goût. Alors forcément on est sur des mélanges quand même très légers, qui évoluent pas beaucoup, qui font une fumée assez abondante, avec assez peu de force et de caractère, mais encore une fois pas trop de défauts, pas trop d'amertume. On est sur quelque chose quand même qui est plutôt bien fichu. Voilà, moi je trouve que à l'aveugle comme ça, si je compare avec des fagots de Saint-Domingue aussi, ou même de Honduras, ouais. je trouve que ça tient largement la route, quoi. Donc c'est le bon plan de la rentrée ?
Ouais, oui, ça à découvrir, c'est rigolo. Bon, après, je ne fumerai pas ça tous les jours et tout le temps, mais en tout cas, en dépannage, c'est un super petit cigare. Pour fumer en voiture, par exemple, dans les embouteillages, c'est parfait. Si vous avez un petit moment entre deux rendez-vous pour boire un café avec le petit père là, on s'en sort bien. Bon, bah, génial, bah, on note. Et puis, de toute façon, toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook. Bon, alors Alexandre, si on veut se mettre au mescal, si on veut déguster, est-ce que tu peux nous donner trois exemples, trois gammes de prix? Ça commence autour de 50 €, c'est ça, je crois, le mescal. 40 euros. 40 €. 40 euros pour les mescals traditionnels. Après, même trouver les industriels, aujourd'hui, nous, on les a pas. D'accord. Donc, Alors, comme ça, assez rapidement, allez, on va dire 30 secondes par mescal, trois gammes de prix assez larges. On y va. Alors, le premier, c'est celui qui est le plus diffusé. Il faut savoir que la France est le deuxième importateur de mescal dans le monde derrière les États-Unis. Donc, on est un pays important aujourd'hui pour les producteurs mexicains et surtout très qualitatif. Non, une marque qui est à l'origine de tout, c'est Del Maguey, et avec leur mescal Vida. Alors ça, c'est très bien. Si vous allez dans un bon bar à cocktail, vous le trouverez. Ça fait 7 ans qu'il est distribué en France. C'est moi qui avais été le chercher à l'époque. Et c'est vraiment une très belle référence. Alors, plutôt dans un registre fumé et vinaigré, mais avec quand même pas mal de nuances. Alors, un degré aussi un peu plus faible, 42, pour accentuer sa mixabilité, pour faire des margaritas fumées, mais hautement gastronomiques. Une deuxième référence qui est pour moi le coup de cœur de cette année que j'ai figuré dans mon top 10 de l'année de la revue du vin de France, qui est le mezcal Koch Espadine. Alors le Vida aussi est un Espadine, mais celui-ci, Koch et le Rey Campero qu'on a dégusté sont pas très éloignés en termes de qualité. Koch est moins fumé mais plus végétal. Moins vinaigré aussi, donc là on a beaucoup plus de sensations d'agave, c'est-à-dire qu'on a moins le process du mezcal peut-être et plus la variété qui s'exprime, parce que l'espadine est quand même si elle est cultivée, une variété extrêmement intéressante. Et après un troisième En termes de prix, pardon, le deuxième, je sais plus si... pareil, 40 €, 45 €. On est dans cette zone de prix, on les trouve chez les cavistes, on les trouve chez les barman. Il y a aussi un site mescal.fr avec pas mal de références en ligne, d'ailleurs qui a été créé par un de mes co-auteurs, donc voilà, c'est un des grands entrepreneurs du mezcal en France. D'accord. Et alors après, sur les autres, c'est plus compliqué, parce que si vous aimez des choses plus fumées, comme les whisky tourbés, il faudrait essayer de la Tobala. Je suis un grand amateur d'agave Tempestate. Là, on a dégusté une Madre Cuiché. C'est très difficile de dire après. C'est comme quelqu'un qui me dirait bah oui, dans les grands crus de Bourgogne, lequel tu préfères? Tous, mon capitaine, mais ça dépend des moments, ça dépend sur quoi. Donc voilà, c'est ça. Après, oui, on est sur des gammes de prix qui vont aller de 70 à 120 €. Donc là, j'aviserais plutôt de les goûter par soi-même, parce que certains mezcals exigent aussi l'expérience pour pleinement les apprécier. Parfait. Alors, qu'as-tu pensé de ce cigare qu'on est en train de déguster avec la fin de notre verre de mezcal? T'en as pensé quoi, toi? C'est sûr que quand on voit les bagues, l'édition, ainsi de suite, on sait qu'on est sur quelque chose de qualité. Le toucher, le visuel est très joli. Quand on le coupe, on voit cette structure de la tripe, cette aromatique qui est très belle. En tant que tel, à fumer, c'est vrai qu'on est dans une zone quasiment de 15 €. Donc oui, c'est un joli cigare. On s'attend à ça, mais sans surprise. C'est bien foutu. Je pense que c'est le genre de choses aussi qui sont intéressantes à faire vieillir. Peut-être que là, on est pas dans l'infanticide, mais voilà, hein, on est sur du primeur. Hein, on les goûte, ils sont bons à goûter, mais pas encore prêts. Par contre, ouais, là, c'est sûr qu'avec le mezcal, c'était génial, parce qu'on avait vraiment des phases de grâce, une élégance, une longueur, la salinité, l'amertume du mezcal qu'elle est avec, un peu de gras, un peu de fruits là-dessus. Ouais, c'est ça aussi un grand cigare, c'est quelque chose qui s'accorde avec des belles choses. Ouais.
Tout à fait, et donc tu as complètement raison sur la jeunesse du cigare. On n'a pas forcément aujourd'hui sur cette vitole complètement effacée les arômes de jeunesse, c'est-à-dire qu'on a un peu d'ammoniac à l'entame, je sais pas si tu l'as senti, Ouais. on a une bouche qui est assez fraîche au début, assez végétale, et qui a tendance à évoluer un petit peu de façon chaotique sur les épices. Et c'est ça qu'on a senti, je pense, avec le mezcal qui a bien boosté, le poivre blanc, un peu de cumin, de la girofle comme ça qui est parti, et puis un final un peu plus boisé. Mais moi, je pense que dans 6 mois, 1 an, ce sera un très très joli cigare. Et toi, Guillaume, tu disais qu'on avait beaucoup d'apparenté avec les Ligad et RASS, les Ramon Alonès Specialist Selected. Alors écoute, c'est ce que j'ai beaucoup lu sur internet avant qu'on achète ce cigare et qu'on le déguste. Écoute, au final, je trouve que on se détache un peu de la Liga du Ramon Alonès Specialist Selected. Je retrouve effectivement, on va retrouver du boisé, on va retrouver ces notes de fruits secs. Moi, je trouvais plutôt noisette. Tu m'as dit plutôt noix de ton côté. Donc ce côté un peu gras également. Moi, je le trouve un peu linéaire. Ouais. J'arrive au 2e tiers. Je suis dans le 2e tiers. Pour l'instant, je le trouve assez linéaire. Il m'a pas raconté grand-chose. Donc soit, comme le dit Alexandre, soit on va le faire vieillir. On conseille plutôt dans ce cas de le faire vieillir. On va voir ce qu'il va donner plus tard. Soit en tout cas pour l'instant, sur un cigare qui approche donc des 15 €, je suis sur un bon cigare. Je suis pas sur un coup de cœur total. Il y a un registre quand même aussi céréalier dedans, qui est un peu dedans. Il y a certaines notes de maïs, mais de joli maïs quand même, ce qui me reconnecte un peu au Mexique peut-être, mais ça marchait bien. Et des notes aussi de sarrasin, presque de bouillie de sarrasin, de cacha polonaise, des choses comme ça, qui est assez rond finalement. Et c'est pour ça que ça allait bien avec le mezcal. Absolument. Finalement. En fait, c'est un bon support ou accord. En fait. Moi, ce qui me fait dire que ce cigare est quand même intéressant, voire très intéressant, c'est qu'on a quand même trouvé toutes ces notes-là différentes dans le cigare. On a parlé d'épices, on a parlé de boisé, on a parlé de notes plus briochées, de farine, etc. Moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un très grand cigare, mais qu'il n'est pas complètement, il n'est pas encore apaisé, il n'est pas fini. Et le vieillissement va lui faire beaucoup de bien. Le mezcal l'a bien réveillé. Moi, j'ai senti aussi, comme tu disais, des petits moments de grâce, mais c'était vraiment un accord comme ça, tout en douceur, tout en léger relief. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Après, bon, on va faire comme toujours, hein, on va remettre une boîte de côté et puis on en reparlera dans 1 an ou 2 en disant que c'était peut-être la plus belle réussite de 2017 ou pas. Nous verrons. On verra, on en parlera à l'épisode 12 ou 15. Ouais. Un dernier mot peut-être, Alexandre, tu as aussi sorti un autre livre, décidément quel auteur prolixe, sur le whisky cette fois-ci, donc une deuxième édition, deuxième version de ton Iconic Whisky. Tu peux peut-être nous en dire un mot, comment... D'ailleurs, déjà, pourquoi une deuxième édition si rapprochée ? En fait, la première édition est sortie en 2015, donc chez La Martinière, et chez 3 autres éditeurs à l'international. C'était déjà le résultat, enfin le fruit de 4 ans de travail pour y arriver, parce que c'était la volonté aussi de faire un livre complémentaire des autres livres sur le whisky, ou un livre qui peut satisfaire à la fois le novice et l'expert. Et on a eu des critiques très intéressantes de gens qui avaient déjà 200 livres sur le whisky et qui l'avaient sorti dans leurs 3 livres clés, on va dire, dans les différentes langues. Donc voilà, c'est pas si mal pour des Français. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots comment fonctionne comment fonctionne le livre ? C'est pas un guide comme les autres, c'est-à-dire que on explique vraiment comment c'est fait avec le cadre réglementaire, parce que si on comprend pas le texte de loi, on peut pas savoir la réalité du produit derrière. Mais ça c'est la base. Mais peu de livres le font. Bien définir ce qu'est le whisky en fonction de là où il est produit, parce que whisky ne veut pas dire la même chose en Europe, en Écosse ou aux États-Unis, ou même en Afrique du Sud ou en Tasmanie. Et ensuite d'aller, après ce développement-là, donc insister sur les étapes de fabrication, notamment les fûts, parce que les fûts vont jouer énormément sur la palette aromatique et on joue énormément sur ce qu'on appelle le wood management dans le whisky. Et après, donc, on a à peu près 1000 références de whisky qui sont dégustées, donc avec 6 arômes dominants.
Et ensuite une estampille donc, qui va résumer une des 12 familles aromatiques que l'on a mis dans cette roue des arômes, donc céréalier, floral, fruité, boisé, ainsi de suite, marin, fumé, soufré, et ces éléments-là, donc on va donner les dominantes pour le nez, la bouche et la finale avec un système de notation, donc ce qui permet de passer d'un whisky à l'autre, rien qu'en regardant cette fameuse estampille. Si on retrouve le même code de couleur, on sait qu'on est sur la même famille, ce qui permet malgré tout de faire le lien entre les single malt, les blends et les bourbons, puisqu'ils peuvent avoir les mêmes dominantes aromatiques, même si ce n'est pas les mêmes familles de whisky, ou passer donc du whisky canadien au whisky japonais, ou irlandais, ou français, puisqu'il y a 25 pays dedans. Donc comme ça, on essaye de casser les frontières des techniques, des appellations et les frontières géographiques pour remettre sur la valeur aromatique. Et donc on a fait déjà là la deuxième édition au bout de 2 ans parce qu'il y avait l'opportunité d'augmenter, de réactualiser le livre, parce qu'il y a des cartes très complètes, ainsi de suite, et le whisky va relativement vite. Et aussi parce qu'on a eu plus de demandes à l'international, donc aujourd'hui on est passé à 7 langues et peut-être prochainement à 10 langues. Et de toute façon, nous c'est un travail que l'on fait quasiment au quotidien de mise à jour. Donc on est déjà en train de travailler sur la 3e édition en fait. Et en fait, je crois que c'est le livre sur le whisky écrit en français le plus traduit, c'est ça Oui, c'est peut-être un des livres, en tout cas sur les spiritueux, le livre sur les spiritueux écrit par des Français le plus traduit dans le monde. Donc l'idée, c'est de continuer à l'internationaliser, à le mettre à jour et de créer une collection. Donc d'aller au-delà du whisky, puisque cette roue des arômes que l'on trouve au début de l'ouvrage et donc la matrice de toutes ces dégustations est également valable pour le rhum, le cognac et d'autres spiritueux. D'accord, donc Iconic Whisky aux éditions de la Martinière. On peut rappeler le prix 24,90. 24,90. On rappelle également donc que tu es l'auteur de Mezcal, le co-auteur de Mezcal, l'esprit du Mexique aux éditions Hachette 20, donc là pour 19,95 €. On a passé un excellent moment, je crois. Je crois qu'on va boucler ce numéro 2. Grand merci Alexandre. Je pense qu'on se permettra de te passer 2-3 coups de fil quand on aura un doute sur un mezcal ou une tequila ou un joli rhum. Et on va donner ton numéro de téléphone aux auditeurs, donc 06 27 82. Ça commence mal. Non, tu es évidemment le bienvenu à notre micro et un grand merci encore de nous avoir consacré cette petite heure en ta compagnie. Et on peut en tout cas dire que Alexandre est on avait donc Frédéric Barrette dans le premier épisode, mais voilà un nouveau passeur de feu qui je l'espère, vous aura transmis sa flamme. Et donc on vous donne déjà rendez-vous pour l'épisode 3, qui est déjà en préparation. Donc merci Alexandre. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Les passeurs de feu, le pot de caste qui vous enflamme. Non, le podcast. Le pot de caste qui vous... Le podcast. Le pot Podcast. Podcast. Le passeur de feu, le podcast qui vous enflamme.